Louis-Simon Boileau, directeur de l'Observatoire Afrique du Nord, Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer par une première réaction de l'un de nos internautes, celle de Jules qui nous écrit « Je crois que les critères exigés pour postuler à la présidence de la République en Tunisie ne sont pas très sélectifs. » Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, les critères sont décidés par une instance qui est indépendante, qui se charge de gérer disons, le processus électoral, et elle avait fixé deux critères. Elle avait fixé un critère qui était un parrainage de 10 députés ou un critère populaire de parrainage, soutien-signature de 10 000 citoyens tunisiens. On peut remettre en cause ce processus-là. En tout cas, il est le même pour tous. Et dans ce cadre-là, certains candidats ont été exclus, d'autres ont été gardés. Et je pense que maintenant, on ne peut difficilement contester ce choix-là. Autre réaction, celle de Maïga Adama qui nous écrit de Ouagadougou au Burkina Faso. Deux raisons donc du coup à ces énormes candidatures, ce nombre important. Donc le renouveau de la démocratie depuis la chute de Ben Ali et la mort du président Kaïd Essebsi. C'est effectivement deux sujets, je dirais, un peu déconnectés. Le premier, sur le renouveau de la démocratie, je pense qu'on ne mesurera le progrès de la démocratie tunisienne qu'à la participation finale et au fait que le scrutin ne soit pas entaché d'irrégularité. Le nombre de candidatures peut être très important. Ce n'est pas un gage de démocratie. Aux États-Unis, vous avez 2 candidats, voire peut-être 3 de temps en temps, et pourtant on ne peut pas remettre en cause la démocratie américaine. Concernant le fait que le décès prématuré de feu président Béji Caïd Essebsi change en réalité le calendrier électoral. Là, effectivement, il y a une nouveauté. La présidentielle, qui était vue comme un enjeu, disons, secondaire par rapport aux élections législatives, devient un enjeu premier, puisque dans le calendrier, ce sera d'abord la présidentielle, puis les législatives. Nouvelle réaction, celle de Mohamed Idoual. Il nous écrit de Bamako au Mali, le signe d'une fracture de la société tunisienne. Pour lui, c'est ça que ça représente. Il y a effectivement une décomposition du jeu politique tunisien. Plusieurs partis se sont décomposés, plusieurs candidats issus des mêmes partis se présentent à ces élections, et on retrouve en réalité plusieurs clivages qui vont être concordants dans ces élections. Le premier, c'est certainement entre ceux qui sont du pouvoir ou qui ont été aux responsabilités contre ceux qui sont dehors, ceux qui se disent modernistes, progressistes contre ceux qui se revendiquent islamistes, et peut-être un nouveau clivage qui va émerger dans ces élections entre ceux qui sont partisans de l'ancien régime de Ben Ali et ceux qui, au contraire, revendiquent l'héritage de la Révolution. Donc dans cette élection, plusieurs clivages vont se confronter, plusieurs candidats vont porter différentes identités, et c'est là peut-être la particularité forte de cette élection par rapport à la précédente. Nouveau commentaire, celui de Nelly Sidibé qui nous écrit de Montréal au Canada. 98 candidatures à la présidentielle n'a rien à voir avec une quelconque vitalité démocratique. C'est un non-sens. Et donc dans cette élection, est-ce que le patrimoine joue un rôle du coup? Là aussi, j'ai envie de dire, bon, c'est un non-sens qui est 26 candidats aujourd'hui. Qui est-on malheureusement pour juger ça? Simplement les Tunisiens et ceux qui ont mis en place ces élections. Concernant le patrimoine de certains candidats, c'est un enjeu. C'est un enjeu parce que le financement politique des partis en Tunisie n'est pas le même qu'en France, notamment, où il y a un financement public des partis. Et il y a toujours une suspicion, chez certaines candidatures, que le financement provienne soit des fortunes personnelles, soit des fortunes venues, de l'argent venu de l'étranger. Et ça peut effectivement être un risque d'ingérence dans une campagne qui est très scrutée, notamment dans le monde arabe. Alors Moïse nous écrit du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui explique l'explosion du camp dit progressiste moderniste de l'ancien président Béji Caïd Essebsi? Tout d'abord, j'imagine l'usure du pouvoir. L'usure du pouvoir affaiblie et la rivalité qui s'est nouée pendant plusieurs mois, plusieurs années entre le président Béji Caïd Essebsi et son premier ministre Youssef Chahed, qui était du même camp, a nui à cette, disons, solidarité politique. Et il y a un second, j'imagine, je pense, enjeu qui sera très important et qu'il faudra regarder, c'est comment ce camp politique qui s'était construit sur le refus de l'islamisme en 2014, aujourd'hui est rattrapé par une candidature, celle de Abir Moussi, qui incarne les tenants de l'ancien régime et qui, elle, viendra sur ce terrain-là grignoter un certain nombre de voix et certainement une part importante de l'électorat. Alors justement, quelle est la place des femmes dans cette élection ?
Elles sont deux, donc cette candidate revendiquée de l'héritage de Ben Ali Abir Moussi et Selma Elloumi, une autre candidate qui est une businesswoman tunisienne. Je dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'instance supérieure des élections, donc qui se charge du contrôle de ces élections, a fait une grande campagne, notamment d'inscription sur les listes électorales, et ils ont inscrit plus de femmes que d'hommes. 54% des nouveaux inscrits, des 1,5 million de nouveaux inscrits à cette élection sont des femmes. Et je pense que ce sera peut-être là aussi l'une des clés du scrutin, c'est est-ce que les femmes se mobiliseront au même titre que les hommes pour aller voter. Malheureusement, j'ai envie de dire, le problème se pose dans tous les pays à toutes les élections. En France, on n'a pas eu énormément de candidatures féminines non plus à la dernière présidentielle. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait en faire un cas particulier pour la Tunisie dans ce cadre-là. Alors, nouvelle réaction, celle de Mohamed Fella qui nous écrit de Tunis, en Tunisie. C'est la course à la Hassana, cela veut dire l'immunité. En clair, est-ce que certains candidats tenteraient, pour échapper à la justice, d'accéder aux plus hautes sphères du pouvoir? Il y a des soupçons. Il y a des soupçons sur certaines candidatures, avec des campagnes qui sont alors parfois plus ou moins fondées, de dénigrement ou de soupçons de corruption. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le candidat qui avait fait de l'anticorruption son étendard, était le Premier ministre lui-même, Youssef Chahed, qui est arrivé au pouvoir avec une opération main propre et qui aujourd'hui n'arrive pas non plus à percer pour d'autres raisons. Certains autres candidats prendront justement cette dimension de chevalier blanc pour dire nous sommes les candidats de l'anticorruption. Mais je dirais que plus globalement, la question de la corruption en Tunisie ne concerne pas uniquement les candidats, mais concerne l'ensemble encore aujourd'hui de l'État. Il y avait des études récentes qui montraient que quasiment 54% de l'économie tunisienne était liée soit, non pas de la corruption, mais de l'économie informelle et des choses comme ça. Donc c'est un vrai problème majeur que certains candidats se feront les héros dans cette élection. Autre réaction, celle de Richard Guetta, une personne homosexuelle, Mounir Batour. C'est inédit dans le monde arabe. Au passage, pourquoi sa candidature a été rejetée? Alors, est-ce qu'il avait assez de relais dans le monde politique? Pourquoi sa candidature a été rejetée? J'imagine parce qu'il n'avait pas les parrainages fixés par l'instance. Je dirais deux choses. La première, c'est que la question LGBT en Tunisie est importante et elle avance. La COLIB, l'instance qui se chargeait de proposer un projet de loi relatif notamment à l'invention sociétale, avait fait une proposition de dépénalisation de l'homosexualité. Malheureusement, ce projet, à ce moment-là, avait été bloqué. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que l'attention portée par les médias, notamment occidentaux et français, sur cette question, j'ai ouvert la presse et j'ai vu que plus de 55 articles français ne titraient que sur ce candidat-là, qui a priori ne pèserait pas beaucoup plus que 0,01% des voix, pose problème. C'est-à-dire quelle perception nous portons sur la société tunisienne. Dans notre pays, nous n'avons pas non plus eu de candidats ouvertement homosexuels candidats à l'élection présidentielle. Louis-Simon Boileau, directeur de l'Observatoire Afrique du Nord, Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès, merci beaucoup. Merci.